du coup, voilà, je voulais remercier Gilles et Rose, leur tirer de ma part, pour cette invitation à parler du sens de la maladie. Et je voulais vous remercier aussi d'être présent ici, parce que ce qui me tient à cœur, en fait, c'est d'avoir un nouveau regard, en fait, sur le corps, sur la maladie. C'est que vraiment, je suis heureuse que ce genre d'événements existe, nous réunissent, pour qu'on puisse aller vers plus de conscience. Et comprendre le sens de la maladie, c'est mettre plus de conscience sur ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est aller vers une meilleure connaissance de l'humain, c'est aller vers une meilleure connaissance de soi, c'est s'ouvrir à des parts de nous qui sont en souffrance et qui étaient refoulées. Et il y a quelque chose qui me semble important, vous allez vous allez voir, je vais développer ça au fil de la conférence, c'est de quitter l'idée et même l'objectif de simplement guérir le corps. Parce que ça va bien au-delà de ça, en fait. La maladie est en fait un levier d'évolution. Et le corps, par le symptôme, par la maladie, va se faire l'expression d'une souffrance qui n'est pas entendue et d'un besoin qui n'est pas nourri. Et c'est en allant vers une version toujours plus authentique de nous-mêmes, en se connaissant toujours de mieux en mieux, je crois qu'on a les meilleures chances d'être en bonne santé. Alors, au Forum des médecines de l'âme, je n'ai pas pu m'empêcher de mettre cette citation de Platon. Il avait déjà tout compris. Les mots du corps sont les mots de l'âme. Ainsi, on ne doit pas chercher à guérir le corps sans chercher à guérir l'âme. Je crois d'ailleurs que je ne me suis pas présentée. J'attendais Gilles. Donc, je suis le docteur Chloé Allard. Donc, comme vous l'avez vu, je suis ancien médecin, parce qu'aujourd'hui, je ne fais plus de médecine conventionnelle, même si moi, je me considère encore comme médecin. Eh bien, dans ce pays, on n'a pas le droit de continuer de le dire. Et depuis 10 ans, en fait, je suis une chercheuse passionnée du sens des maladies. Et aussi, je le pratique puisque tous les jours, j'accompagne des personnes à comprendre ce que leur corps exprime. Donc, je suis aussi thérapeute spécialisée en décodage émotionnel des maladies. Et simplement, je pourrais dire que je suis comme une interprète du corps. Et j'aide les personnes à comprendre ce que leur corps exprime. Et c'est important, déjà, ne serait-ce que pour refaire la paix avec son corps. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on comprend que la maladie, c'est une part de nous qui s'exprime, on comprend que le corps n'est pas notre ennemi. Et on redevient aussi responsable de ce qui se passe à l'intérieur de nous et acteur de sa santé. Et donc, j'accompagne les gens à entamer ou à poursuivre un chemin d'auto-guérison profonde. Alors, écouter son corps... en fait, comprendre ce que le corps exprime, ça peut être assez facile, en fait. En témoignent les nombreuses expressions qu'on dit quotidiennement, sans même s'en rendre compte. Donc là, j'en ai mis quelques-unes. J'arrive pas à le digérer, ça c'est classique. Ça passe pas. C'est écœurant, ça me fait chier. Derrière, vous avez la diarrhée. Tiens, c'est surprenant. J'en ai plein le dos. Alors ça, c'est un grand classique. J'en ai plein le dos de ce boulot. J'en peux plus de mes gosses. J'en peux plus de tout porter. Tu me casses les oreilles. Souvent, on a les gestes qui vont avec. Je suis à fleur de peau. Puis là, on fait une urticaire, un eczéma. Ça me brise le cœur. Je peux pas le sentir. Elle m'étouffe. Ça me gonfle, il me pompe l'air. Ça me laisse sans voix. Et je pourrais continuer comme ça pendant des heures. Mais c'est pas si simple, en fait, d'écouter son corps. Donc oui, écoute ton corps. Je ne sais pas si vous connaissez Lise Bourbeau, elle a écrit un livre, Écoute ton corps. Donc oui, certes, mais en fait, on n'a pas grandi déjà dans nos sociétés à nous, en tout cas occidentales, on n'a pas grandi dans cette croyance que la maladie a un sens, déjà. Et on n'a pas appris à écouter son corps. Donc c'est précisément le métier du thérapeute en décodage biologique de vous aider à faire le lien entre vos symptômes et vos émotions, et vous allez le voir avec votre histoire. Alors, je vais parler un petit peu de mon parcours, comment je suis passée de la médecine conventionnelle à thérapeute en décodage émotionnel des maladies. Et ça va nous amener à parler des failles de la médecine conventionnelle. Donc,
Je pourrais parler de ma crise, du médecin en crise, mais j'ai aussi envie de dire parce que à cause d'une médecine en crise, en fait. Moi, j'ai été issue, j'ai pas toujours pensé comme ça, en fait, hein, que la maladie a un sens. Hein. J'étais quelqu'un de très cartésienne, très matérialiste, avec un père médecin, un grand-père médecin. Dès mon adolescence, moi, je voulais être médecin. Hein. J'avais pas d'autre voie qui s'ouvrait à mon horizon, et je voulais comprendre, je voulais aider, je voulais soigner, et je voulais guérir. Donc, je me lance dans les études de médecine, pleine de naïveté, pleine d'espoir et surtout pleine d'illusions, quoi. Et puis, de nature hypersensible, j'ai tout de suite senti beaucoup de souffrance dans le milieu hospitalier. Hein. En tant qu'étudiant, on apprend dans le milieu hospitalier. Donc déjà, le cadre, hein, je pense que vous êtes tous allés à l'hôpital pour vous, pour vos proches. Hein. C'est froid, c'est blanc, c'est nu. Il y a des gens, hein, déjà, quand ils rentrent à l'hôpital, ils se sentent mal. Hein. C'est pas un milieu pour moi déjà qui est propice à soutenir l'effort de guérison des personnes hein, qui ont besoin à ce moment-là de soutien, de chaleur, de réconfort. Et puis évidemment il y avait la souffrance des patients. Là je dois vraiment parler de crise d'humanité en fait, c'est-à-dire que les patients qui sont alors c'est pas il y a des exceptions, hein, on est d'accord, hein, mais globalement, quand même, hein, l'expérience qu'on fait, c'est qu'on n'est quand même pas trop écouté en tant que patient. On est peu ou pas considéré, c'est-à-dire qu'il y a vraiment ce côté où on a un corps, on a des émotions, on a des relations, on a une histoire, mais quand on rentre à l'hôpital, on n'est plus qu'un corps, quoi. Donc, et le corps, il est objetisé, il est morcelé, on le palpe, on le pique, on le ponctionne, et bien souvent en ignorant en fait l'humain qui habite ce corps. Et puis, il y a cette problématique, donc voilà, il y a la souffrance des soignants aussi. En tout cas, moi, je l'ai vécu, c'est-à-dire qu'il y a ce blindage émotionnel face à la mort, face à la maladie. Hein. En tant qu'étudiant en médecine, on est balancé face à des situations en fait de vie critique et on n'a aucun accompagnement. Donc le blindage émotionnel, il est un peu obligatoire. Moi, j'y arrivais pas trop. Au début, je croyais que j'avais un problème, moi, que j'étais en échec, que j'arrivais pas à m'adapter, en fait, j'arrivais pas à fonctionner normalement. Puis après, j'ai compris que j'étais quand même plutôt saine, en fait. Et j'aime bien cette citation de Krishnamurti qui dit ce n'est pas un signe de bonne santé mentale que d'être bien adapté. Je sais plus la fin. Dans une société malade, voilà. Donc la souffrance des soignants aussi, hein, qui se retranchent derrière le plateau technique, qui sont aussi surchargés par la quantité de travail, les contraintes administratives, les contraintes économiques. Et puis il y a vraiment la problématique de la place du patient en fait. Et donc patient, enfin moi c'est un mot que depuis des années j'essaye de ne plus utiliser. En fait il y a une relation au malade qui est assez incroyable dans la médecine, où en fait il y a un rapport de dominant-dominé, de sachant, où le patient, en fait, le mot est quand même très parlant, il est passif et il attend, quoi. Donc il est là et pas de chance, il est malade et c'est la pauvre victime de son corps et de la maladie et il attend de l'extérieur que on trouve une solution. Et puis bon, donc il n'est pas écouté, hein, enfin pas écouté dans sa globalité. Et puis aussi, en général, il est même diminué, en fait, très souvent. Il y a vraiment ce côté, le patient qui est couché, qui est en pyjama ou en blouse d'hôpital, parfois pas attaché dans le dos. Hein, c'est déjà aller voir votre grand-mère, votre grand-père, là, qui se balade comme ça, avec les fesses à l'air. Enfin, on est où, là, quoi. Enfin, et donc, voilà, il y a ce côté vraiment diminué, passif. Et d'ailleurs, une petite histoire de Christian Flech que j'aime bien. Alors, Christian Flech, c'est le créateur de l'approche déposée qui s'appelle biodécodage. Dans sa première vie professionnelle, il était infirmier et il faisait des gardes de nuit pour se faire de l'argent quand il était étudiant. Et il se faisait disputer parce qu'il prenait trop de temps à faire ses rondes de nuit. Et en fait, vous savez pourquoi ? En fait, il parlait avec les gens. Et même mieux, il les écoutait, quoi. Et il s'est rendu compte que les gens, ils dormaient mieux. Et ils consommaient moins de somnifères et moins d'anxiolytiques. Non mais c'est incroyable comme découverte, quoi. Et derrière, voilà, la médecine a du mal, en fait, à accepter que, oui, en fait, quand on prend en compte la personne dans sa globalité et quand on l'écoute, il se passe des choses incroyables, quoi.
Ah oui, alors, bon, aussi, donc moi, je continue d'avancer, parce que quand même, j'avais eu le concours de première année, c'était déjà pas facile, donc non, vas-y, continue, c'est à un moment, ça va devenir mieux. Donc, je continue, je mets de questions, je me blinde comme je peux, etc. Et puis alors, je me spécialise en rhumatologie, et alors là, je me retrouve face à mon impuissance, mais puissance 1000, quoi. C'est-à-dire que, alors d'abord, il y avait tout l'aspect, avant de faire rhumatologie, il y avait déjà tout l'aspect de, ah, la médecine, c'est pas une science exacte, en fait. Ah, moi, je croyais qu'en fait, on fait un diagnostic, on donne un traitement et la personne, elle guérit, merci docteur, quoi. Moi, je voyais ça comme ça. Oh, c'est génial d'être médecin, quoi. Et en fait, non, bah, il y a les, il y a les doutes, il y a les errances, il y a les erreurs, les échecs. Puis on peut même faire le mal en voulant faire le bien, quoi. Alors ça, c'était, en fait, on a un pouvoir qui est assez incroyable, en fait, en tant que médecin, quoi. Il suffit de se tromper d'un chiffre, d'une lettre. Donc voilà, il y avait ça où, waouh, non, la médecine n'est pas toute puissante, quoi. Et après, donc, je me spécialise en rhumatologie. Donc ça, c'est l'internat. Et puis là, je me sens mais totalement impuissante. C'est-à-dire que la rhumatologie, c'est la spécialité de l'appareil locomoteur. Et il y a beaucoup de maladies en rhumatologie qui sont des maladies chroniques, des maladies douloureuses chroniques. Nombreuses maladies dont, soi-disant, on ne guérit pas, quoi. Donc, il y a des maladies auto-immunes, par exemple, dont les plus courantes sont la polyarthrite rhumatoïde, la spondylarthrite ankylosante, le rhumatisme psoriasique. Après, bah, il y a tout plein de maladies dégénératives comme l'arthrose, les tendinites chroniques. Enfin, et là, moi, je dis, ah, mais je peux rien faire pour eux, en fait, quoi. J'ai fait toutes ces études-là, puis on fait des petits arrangements avec la douleur, un petit antalgique par là, anti-inflammatoire, allez, on va faire une infiltration, et ils reviennent 3 mois plus tard. Je dis, ah, mais pourquoi j'ai fait tout ça pour ça, quoi. Et du coup, je voyais aussi, en fait, en rhumatologie, je voyais qu'il y avait autre chose, en fait, que les personnes, elles transpiraient une souffrance psychique, enfin, voilà, émotionnelle, et que les personnes avaient besoin d'être écoutées autrement. Donc, voilà, je finis par... j'ai fait ma crise de sens. L'approche est symptomatique. Il faut prendre en considération la personne dans sa globalité. Je sors de cette dualité corps-esprit de la médecine, ce dogme de la sacro-sainte matière, quoi. C'est des véritables œillères de la médecine, en fait. Et j'aime bien cette citation d'Antoine Béchamp qui dit « C'est ce que nous pensons déjà connaître qui nous empêche souvent d'apprendre. » Voilà, c'est le corps, c'est la matière. Et en fait, c'est une énorme perte de chance pour la guérison. De prendre en compte que le corps. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre en compte le corps, je vais en reparler, mais et ça, la médecine, pourtant, elle le sait. Je veux dire, l'effet placebo, c'est archi connu, donc je ne vais pas le développer ici, mais le traitement placebo, c'est le traitement le plus étudié au monde. C'est-à-dire que pour qu'un traitement puisse avoir une autorisation de mise sur le marché, il faut qu'il ait prouvé dans des études randomisées contrôlées sa supériorité versus un placebo. Donc on sait très bien l'effet du placebo, c'est archi connu. Il y a plein de médicaments qui n'ont pas d'autorisation de mise sur le marché parce qu'ils ne font pas mieux que le placebo. Donc le placebo, c'est le fait qu'un traitement sans aucune substance active va entraîner une amélioration parce que la personne est convaincue qu'elle va aller mieux. Donc ça illustre notre pouvoir d'auto-guérison et les effets de la pensée, des croyances et des émotions sur le corps. Et alors attention, parce que ce qui est encore plus effrayant, c'est l'effet nocebo. C'est-à-dire qu'on est capable de se créer des effets secondaires avec un traitement qui n'a pas de substance active. Et il y a un exemple qui est très démonstratif, c'est il y a des personnes qui ont pris, qui étaient dans le groupe placebo dans une étude pour des chimiothérapies anticancéreuses, qui ont perdu leurs cheveux quand même, alors qu'ils ne recevaient rien. Donc, méfiez-vous parce que chaque cellule de votre corps écoute vos pensées. Et que vos pensées et vos émotions, en tout cas c'est mon avis, peuvent vous rendre malade bien plus sûrement que de fumer ou que de manger au McDo tous les jours. Et en témoigne, je ne sais pas si certains de vous connaissent l'histoire d'Anita Moorjani, mais je vous conseille ses livres. Je trouve que c'est très démonstratif en termes de décodage biologique. C'est une femme et un de ses proches qui a eu un cancer. Et là, elle s'est mise à être paranoïaque, obsédée de tout ce qui pourrait causer un cancer. Donc elle regardait autour d'elle les micro-ondes, les pesticides, les téléphones portables, les perturbateurs endocriniens, les rayons du soleil. Il fallait qu'elle se protège tout le temps comme ça. Ben, vous savez ce qu'elle a fait? Elle a fait un cancer du système immunitaire. Et oui, parce un lymphome. Et parce que le système immunitaire, c'est celui qui est chargé de nous protéger contre les dangers qui viennent de l'extérieur. Et c'est quoi un cancer? En tout cas, dans la compréhension des décodages biologiques, ben, un cancer, c'est un super turbo de la biologie. C'est-à-dire qu'en fait, on dit il me faut plus de cellules de ce tissu-là, absolument. Donc, on va faire des cellules immortelles, hyper performantes, on va en faire plus. Donc, elle, sa pensée, c'était j'ai peur
des agressions de l'extérieur, donc il faut que je me protège. Donc elle faisait plus de lymphocytes, qui sont des petits soldats, dans les petites forteresses que sont les ganglions. Bon, elle a guéri. Hein, je vous spoil la fin. Hein. Elle a fait une expérience de mort imminente, en fait, alors qu'elle était sur le point de mourir. Et en fait, cette expérience de mort imminente a été une expérience d'amour inconditionnel qui lui a permis de retrouver totale confiance en la vie et en son corps, en fait. Et après, elle a connu une guérison exceptionnelle. Ces livres sont vraiment très instructifs. Donc moi, je chemine et puis je finis par... je cherche, en fait, qu'est-ce qui pourrait convenir à ma nouvelle vision, en fait, de la maladie. Et je découvre l'école de Christian Flech. Pour moi, c'est vraiment une évidence. C'est-à-dire que je trouve le sens que je cherche, je trouve l'humanité, une approche qui remet l'humain au centre du processus. Et en plus, c'est une approche logique, en fait, qui se base sur le fonctionnement du corps et qui me permet en plus d'utiliser mes connaissances de médecin. En fait, vous allez mieux comprendre pourquoi après. Et donc, le principe de base, c'est mais le corps ne dysfonctionne pas, en fait. Le corps ne fait rien par hasard. Le corps humain, c'est la machine la plus sophistiquée sur notre planète, en fait. Croyez-vous que le corps fasse quelque chose par hasard et donc la maladie a un sens, je vais développer ça, hein, qui a un lien avec nos émotions et notre histoire. Alors, je reviens sur le point que, attention, le décodage biologique est complémentaire de la médecine conventionnelle. En l'état actuel de la conscience de l'humanité, il est bien évident qu'on ne peut pas se passer de la médecine conventionnelle. Hein. L'auto-guérison, on est juste aux prémices. Hein. Et puis, on l'étudie tellement pas que, voilà, on ne sait pas tout à fait comment ça fonctionne. Donc, c'est encore un peu les apprentis sorciers. Hein. Chacun y va avec son point de vue, de son côté, la médecine vibratoire, etc. Tout se rejoint, en fait. Hein. Donc, la médecine conventionnelle, elle est utile, elle est nécessaire dans bien des cas, surtout en cas d'urgence, surtout quand il y a le pronostic vital ou fonctionnel qui est engagé. Enfin, je veux dire, si vous avez un infarctus, s'il vous plaît, vous appelez pas le décodeur, vous appelez le SAMU. Hein. Et après, par contre, voilà, une fois que l'urgence est gérée, il vaut mieux se poser la question en fait du pourquoi, parce que sinon ça risque de revenir en fait de la même manière ou d'une manière différente. Et j'aime bien cet exemple du voyant qui s'allume dans votre voiture pour vous signaler qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne dans le moteur. Si vous éteignez le voyant ou vous coupez le fil, ça c'est on enlève le symptôme comme on enlève l'appendicite ou on met un antalgique pour la douleur, mais derrière on n'a pas résolu le problème, quoi. Donc, le symptôme a un sens qui est en lien avec la logique du corps. C'est assez facile à appréhender, en fait, quand on a une cause extérieure concrète. Il y a une cause concrète, on sait l'identifier. Il y a un effet. Par exemple, on mange un aliment avarié, comme une huître avariée. Notre corps, il fait quoi ? Il dit, voilà, ça c'est pas bon, ça moi je le rejette parce que ça m'intoxique. On va au soleil, on est agressé par les rayons du soleil, on va faire un coup de soleil on va faire du bronzage si on a mis de la crème, quoi. On va en altitude, il y a moins d'oxygène, donc la fréquence respiratoire, la fréquence cardiaque va augmenter, et même si on reste longtemps, on va avoir une augmentation du nombre de globules rouges. C'est la logique, c'est biologique. En fait, ce qui se passe, c'est qu'une émotion, une pensée qui génère une émotion. Parce qu'en général, quand il n'y a pas de pensée, il n'y a pas d'émotion. Si vous faites l'instant présent, il n'y a pas de... Donc en général, ça va ensemble. On ne s'en rend pas compte parce que c'est tellement rapide, mais donc une pensée, émotion, croyance, émotion peut avoir le même effet sur le corps qu'une cause concrète. Notre cerveau inconscient, il ne fait pas la différence entre le réel et le virtuel. Donc, je peux ressentir une parole blessante lors d'une dispute comme une huître avariée. Ah, j'arrive pas à le digérer. C'est inacceptable ce que j'ai entendu. Si on reprend par exemple l'exemple des rayons du soleil, donc la cause concrète, c'est les rayons du soleil. Je fais un coup de soleil. Pour me protéger, il y a un afflux de sang, de cellules inflammatoires. Eh bien, je peux aussi ressentir le regard des autres comme une agression. Et je vais faire un rideau de sang, je rougis, pour me protéger de cette agression, de ce que je ressens comme une agression. Voyez ? Mais ici, c'est totalement psycho-émotionnel. On peut même, avec notre capacité d'abstraction, nous humains, on peut même se rendre malade pour des choses qui n'existent pas. C'est-à-dire que je peux avoir mal au ventre en pensant à la prochaine visite de la belle-mère. Bon, si on ne s'entend pas avec sa belle-mère, bien sûr. Hein. Il y a des belles-mères sympas. Donc voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Donc, il y a un événement qui est stressant, qui va entraîner en fait un ressenti émotionnel intérieur intense. Et s'il n'y a pas de solution, s'il n'y a pas d'extériorisation du stress, eh bien, c'est le corps qui va être utilisé.
Et on va voir après comment on décode. Alors ça, la médecine, elle le sait aussi depuis très longtemps. C'est-à-dire qu'il y a l'expérience des rats du docteur Laborie. Alors, pardon pour les petits rats, c'est une expérience qui a été faite dans les années 60, mais autant leur faire honneur et en parlant des résultats de cette expérience. Donc, Laborie, c'était un grand neurobiologiste des années 60 qui a inventé les neuroleptiques, qui sont aujourd'hui utilisés dans les psychoses. Donc, il fait cette expérience en 3 étapes. Dans la première étape, la première phase de l'expérience, il y a un rat qui est dans une cage où il y a 2 compartiments. Il y a une cloison au milieu et il y a une porte dans la cloison. Et 10 minutes par jour pendant 7 jours, il va envoyer des petites décharges électriques alternativement d'un côté puis de l'autre. Donc, quand le rat ressent les décharges, il peut fuir de l'autre côté. Au bout de 7 jours, on examine le rat et il est en parfaite santé. Ensuite, deuxième expérience, pareil, mais là, en fait, il y a 2 rats dans un compartiment fermé et il y a des décharges électriques qui sont envoyées, donc 10 minutes par jour pendant 7 jours. Après 7 jours, on examine les 2 rats. Il y a des traces. Alors, excusez-moi, j'ai oublié de... Donc, les décharges électriques arrivent. Au début, les 2 rats, ils essayent de fuir, ils n'y arrivent pas et ils se mettent à se battre. Pourquoi ils se battent? En fait, pour décharger la pression, en fait, liée au fait qu'ils sont là et ils subissent, en fait, et du coup, et le fait de se battre, comme des humains, en fait. Et après 7 jours, donc 10 minutes par jour pendant 7 jours, ils sont en parfaite santé, sauf les traces de griffures et de morsures liées au combat. Et puis, troisième expérience, ils prennent un rat, tout seul, ils le mettent dans un compartiment fermé, et le rat, il ne peut pas fuir. Au début, le rat, il essaye de fuir quand il reçoit les décharges électriques, et après, il se rend compte qu'il n'y a pas d'issue, et il va avoir un comportement d'inhibition. Et après 7 jours, on examine le rat, il a perdu du poids considérablement, il a le poil hirsute, il a des ulcères à l'estomac, et il fait plus d'infections. Et il a une hypertension artérielle qui persiste plusieurs semaines après la fin de l'expérience. Donc, ce qu'on constate ici, c'est que ce n'est pas les décharges électriques qui sont responsables de ça, parce qu'eux aussi, ils ont eu les décharges électriques. C'est le fait de subir, en fait, quelque chose qu'ils ne peuvent pas un stress qu'ils ne peuvent pas décharger et ils ne peuvent pas fuir. Et c'est pareil pour l'humain, en fait. On subit des pressions comme ça en permanence. Et nous, on va trouver dans notre vie, en fait, des moyens de décharger, comme par exemple le sport, les addictions, l'alcool, le sexe, la drogue, les jeux vidéo, pour pas penser. Mais il y a aussi ce côté exutoire. Donc il y a des gens, par exemple, il y a aussi en rentrant du boulot, ils sont trop énervés de leur journée, donc ils vont crier ou ils vont taper sur leurs enfants ou leurs conjoints. Ça, c'est les 2 rats qui se battent. Ou alors, il y a les médicaments aussi, les antidépresseurs, les anxiolytiques, les neuroleptiques. Merci, Monsieur Laborie. Sauf qu'en fait, c'est juste des tranquillisants, c'est des anesthésiants. En fait, on éteint l'émotion. C'est pas une solution qui est pérenne. Et en plus, les émotions, elles ne sont pas là pour rien, en fait. Les émotions, elles nous renseignent sur nos besoins. Si on est coupé de nos émotions, on est coupé de nous-mêmes. Donc, il y a plein de situations, on vit tous des situations stressantes, traumatiques, qui entraînent des émotions intenses. Qu'est-ce qui fait qu'une émotion va se biologiser? Moi, j'aime bien ce terme, on l'a inventé en décodage biologique. Va se biologiser ou pas? Alors, déjà, il faut que la personne soit suffisamment incarnée dans son corps. Parce qu'on peut être très dissocié, c'est-à-dire qu'on peut être soit très dans sa tête, c'est hyper fréquent dans notre société, mais on peut aussi être complètement à côté de ses pompes. On peut être planant dans la lune et tout. Donc si on n'est pas suffisamment associé dans son corps, on va vivre les choses de manière différente. Souvent, on va avoir des gros accidents, par exemple, pour nous ramener sur Terre, pour nous ramener dans notre corps. Et les personnes qui sont très dans la tête, par exemple, peuvent faire des accidents avec des traumatismes crâniens. Il faut venir taper un peu là pour... Mais donc, voilà, il y a ça, il faut être suffisamment incarné dans son corps pour somatiser. Donc, si vous somatisez, c'est déjà que vous êtes quand même assez pas mal dans votre corps. Mais on a identifié en décodage biologique quatre facteurs qui font que le choc émotionnel est susceptible de se biologiser. Alors, il faut que ce soit... Enfin, on a constaté que souvent, c'était soudain et inattendu. C'est-à-dire que ça nous prend, en fait... On n'est pas préparé et ça nous prend comme un tourbillon, ça déconnecte la raison des émotions. C'est de forte intensité émotionnelle, en tout cas pour la personne, parce que ça peut paraître complètement anodin pour l'entourage. Par exemple, un enfant ou même un adulte qui a perdu son lapin, il y en a qui peuvent dire ah mais c'est rien, non c'est pas rien. Si ça nous touche, ça nous touche. Sans solution, donc il n'y a pas de solution
et qui permettent de revenir en fait rapidement à un état basal, et surtout vécues dans l'isolement. C'est-à-dire que le drame, c'est de ne pas avoir exprimé et ou de ne pas s'être senti compris. C'est-à-dire qu'on peut même avoir une foule de gens autour de soi, mais soit on était seul, soit on garde pour soi, soit on ne se sent pas compris, on ne se sent pas rejoint. Et ça, c'est vraiment un problème dans notre société. Hein. C'est-à-dire qu'on a diabolisé, ridiculisé les émotions dans notre société. Hein. Les émotions, alors déjà, il y a le gros problème qu'on est polarisé au niveau de la tête. Il y a un surinvestissement de l'intellectuel, du mental. Donc on met le corps et les émotions à distance hein, dans nos sociétés, c'est dramatique. Hein. Et puis voilà, donc les émotions, elles sont minimisées, elles sont ridiculisées. Très tôt, on dit aux enfants, ah, mais ils pleurent pas, c'est pour c'est bébés qui pleurent. Mais non, c'est rien, mais arrête de pleurer. Ça nous rend faibles, ça nous rend vulnérables, on est exclus. Puis il y a même des familles, hein. Alors c'est heureusement de moins en moins, hein, mais où les enfants ils se faisaient frapper s'ils pleuraient quoi. Tais-toi, tu vas t'en prendre une. Et puis après, il y a d'autres problématiques, c'est-à-dire que il y a des émotions qui sont mieux admises. Par exemple, les femmes, c'est mieux admis de pleurer. Donc la femme, elle peut être en colère, mais elle va plutôt pleurer, quoi, parce que culturellement, socialement, enfin, Et puis l'homme, voilà, c'est plus la colère, ça passe mieux. Donc s'il est triste, il a peur, il va plutôt exprimer de la colère. Et puis aussi, la problématique, ça peut être qu'on n'exprime pas l'émotion primaire. Par exemple, la colère, c'est souvent une émotion écran, la colère. Une émotion qui va être une réaction à une grande souffrance vécue dans l'impuissance. Et tant qu'on n'a pas dépassé la colère, on n'arrive pas à toucher la douleur émotionnelle qui a besoin d'être entendue. Donc il y a vraiment une éducation, une rééducation à faire au niveau des émotions. Hein. Donc qu'est-ce qui va se passer quand il y a tous ces facteurs réunis? Qu'est-ce qui peut se passer? C'est donc il y a ce stress avec ce ressenti intérieur négatif intense. Eh bien, il reste notre biologie et le système va choisir le tissu le plus adapté en fonction du ressenti qui a été vécu au moment de l'événement. Et donc, on va, en décodage biologique, se baser sur la fonction du tissu atteint pour faire des hypothèses sur le ressenti. Donc, je vais vous donner des exemples. J'aime bien utiliser l'exemple du sein parce qu'il est très parlant. Donc, le sein, c'est un organe du corps féminin. C'est le seul organe qui est consacré à l'autre. C'est pas pour nous. Donc là, on est tourné vers les autres. C'est quoi la fonction biologique du sein? C'est de nourrir le bébé. Et donc là, en fait, on a la première hypothèse quand il y a une atteinte du sein, c'est un ressenti de maternage. C'est-à-dire que je veux nourrir, aider, protéger, réchauffer, prendre soin de quelqu'un pour qui je me fais du souci, quelqu'un dont je pense qu'il a absolument besoin de moi, dont je me sens responsable. Donc, par exemple, il y a cette femme, donc c'est toutes des personnes que j'ai reçues en consultation, qui a une hypertrophie mammaire dès la puberté. Vraiment, elle a des glandes mammaires qui sont très développées. Elle va se faire opérer 2 fois. À chaque fois, ça repousse. En fait, dans son transgénérationnel, il y a une mémoire de perte d'enfant. Il y a eu une mémoire de mort d'enfant en bas âge. Et donc là, voilà, la mère porte un énorme sentiment de culpabilité de ne pas avoir pu sauver l'enfant. Et cette femme va le revivre dans sa vie, elle, puisque son premier enfant va mourir à la naissance. Donc il y a à la fois une mémoire personnelle et transgénérationnelle, on en reparlera tout à l'heure. Ou encore, il y a cette femme aussi on travaillait sur autre chose, mais qui me raconte, moi, c'est une femme qui est très maternante, genre mère loup, vous voyez, très protectrice. Et elle me dit, moi, j'ai des écoulements de lait chaque fois que je me fais du souci pour mes enfants, alors qu'ils ont 7 et 11 ans. Hein, ça fait longtemps qu'elle les allait plus. Hein. Donc c'est je dois être là, je dois nourrir mon enfant, je dois le protéger. Mais par contre, c'est pas toujours son enfant, c'est une personne dont on se sent absolument responsable. Donc par exemple, il y a cette femme qui va déclencher un cancer du sein après que son compagnon se soit suicidé parce qu'elle se sent responsable de pas avoir pu empêcher ça. En fait, elle se sentait responsable de son bonheur. Donc elle est voilà. Après, le sein, le décodage, hein, c'est très subtil parce qu'il y a plusieurs sens à un organe, à un tissu. Il y a plusieurs fonctions, il y a plusieurs symboles. Donc le sein, c'est aussi un attribut de la féminité qui est symbole de féminité. Il participe à la séduction, à la sexualité. Donc on peut avoir aussi toutes les problématiques liées à la féminité. Donc par exemple, le féminin blessé. Donc il y a cette femme qui a de multiples adénofibromes. Qui a été dans plusieurs relations de couple, qui a été trahie. Et d'ailleurs, elle parle d'un ressenti de flèche, donc elle a une douleur dans le dos, des douleurs dans le dos, comme si elle avait été
piqué par des flèches qui traversent et dont la pointe vient là au niveau des adénofibromes. Donc voilà, elle a été trahie dans son féminin, blessée dans son féminin, et dans son transgénérationnel aussi, il y avait 2 grands-pères qui avaient des doubles vies. Ou encore, il y a aussi le rejet de mon corps de femme. Quand on a été voulu en tant que garçon et qu'on est une fille, ça c'est très fréquent. Donc on peut avoir aussi des lésions au niveau des seins, ou alors mon corps de femme est dangereux. Par exemple, il y a cette jeune femme qui, lorsqu'elle était prépubère, sa mère était incestueuse et lui caressait les seins. Et donc elle a pensé, voilà, mes seins sont dangereux, je ne veux pas qu'ils se développent. Et elle a quasiment eu aucun développement mammaire. Donc vous voyez plusieurs exemples. Alors c'est assez subtil le décodage, hein. Je vais vous donner un exemple avec l'appareil locomoteur. Bon, c'est pas un hasard, j'étais rhumatologue, donc c'est quelque chose que je maîtrise assez bien et que j'accompagne très souvent en consultation. Plus le diagnostic médical va être précis, plus on va avoir d'informations sur le ressenti. En fait, on va décoder d'abord l'émotion liée à l'appareil en général, par exemple l'appareil urinaire, l'appareil respiratoire. Ici, on va avoir l'appareil locomoteur. Ensuite, on va décoder au sein de cet appareil quel est l'organe atteint. Par exemple, au sein de l'appareil cardiovasculaire, tiens, c'est le cœur. Au sein du cœur, quel est le tissu exact atteint? Est-ce que c'est les coronaires? Est-ce que c'est l'endocarde, le myocarde, le péricarde? Est-ce que c'est le tissu nerveux qui envoie les impulsions? À chaque fois, ça va être une subtilité, une précision en plus au niveau du ressenti. Et puis la localisation. Bon. Donc voilà, on va voir des exemples avec l'appareil locomoteur. L'appareil locomoteur, il y a une tonalité émotionnelle globale de dévalorisation. L'appareil locomoteur va représenter nos valeurs, en fait. C'est cette structure autour de laquelle on est construit, qui va faire notre axe et qui va nous permettre de tenir debout et d'avancer, en fait, d'avancer vers ce qui est important pour nous dans la vie. La dévalorisation, ça prend de multiples formes au niveau des pensées et des croyances. Globalement, c'est je suis nul, je suis pas à la hauteur, je compte pas, je vaux rien. J'y arriverai jamais, je suis pas capable, etc. Et donc, au sein de l'appareil locomoteur, il y a plein de tissus différents. Si on prend l'os, par exemple, l'os, c'est ce qu'il y a de plus dense au niveau du corps humain, enfin, après les dents. Et là, c'est vraiment une dévalorisation profonde de soi dans son identité. C'est vraiment, je ne vaux rien. Par exemple, il y a cette femme qui se fait une fracture du coude gauche. Donc la gauche, en décodage biologique, c'est le pilier d'énergie féminine et aussi la relation à la mère. Eh bien, cette femme se dévalorise, ne pas arriver à trouver sa place dans le travail. Les coudes nous parlent souvent de la place, parce que on joue des coudes, on est au coude à coude. Donc elle se dévalorise parce qu'elle est une femme et que là où elle a grandi, eh bien, une femme, ça n'a pas de valeur en fait. Elle a été clairement dévalorisée par rapport à ses frères, sa mère ne voulait pas. Donc, elle a cette expérience, cette croyance que comme je suis une femme, j'arrive pas à faire ma place dans le travail. Ça touche vraiment son identité. L'articulation avec le cartilage nous parle de se dévaloriser par rapport aux gestes liés à l'articulation atteinte. Donc, par exemple, si c'est un problème de poignet, quel est le geste que je fais avec mon poignet sur lequel je me sens pas capable? Donc, on a le ressenti qu'on fait pas assez bien un geste ou qu'on a fait un mauvais geste. Par exemple, cette secrétaire qui avait démarré une arthrose des doigts parce que son patron la dénigrait parce qu'elle n'était pas assez rapide, et en particulier quand elle tapait. Donc, ça venait toucher directement les doigts. Les tendons, c'est vers quoi je suis tendue. Qu'est-ce qui me met en tension dans un rôle, dans une fonction? C'est je suis tendue en vue d'effectuer le geste le plus efficace possible. J'aime bien prendre l'exemple du tendon d'Achille. C'est pour ça que je vous ai mis les pieds d'une danseuse étoile. Le tendon d'Achille, c'est la continuité du triceps, et c'est ce qui nous permet de nous mettre sur la pointe des pieds. Donc en fait, quand on a un tendon d'Achille, c'est qu'en fait, on veut toujours aller plus haut, on veut s'élever en fait, on veut être toujours meilleur. On a mis la barre super haut. Donc on va souvent trouver ça aussi, voilà, dans les sports de compétition, etc. Enfin, pas que. On en reparlera tout à l'heure. Les ligaments, ça va faire contention au niveau des articulations, ça va permettre de relier deux os ensemble. Et là, il y a une dévalorisation de ne pas arriver à relier deux choses entre elles, de valeurs, de personnes, de projets. Il y a une indécision, on se sent tiraillé, écartelé. Je vous donnerai un exemple tout à l'heure avec l'entorse de cheville. Le muscle,
Le muscle, c'est la puissance, ça nous permet de nous mettre en mouvement, et ça va nous parler d'un ressenti de dévalorisation avec sentiment d'impuissance. Par exemple, il y a cette femme qui me consulte parce que depuis 2 ans, elle a des bras qui sont lourds, qui sont faibles, elle n'arrive plus à porter ses enfants. Et en fait, on est sur un trauma où elle s'est sentie impuissante à retenir son père de la mort. Elle aurait voulu retenir son père. Les bénisques. Les disques intervertébraux sont des fibrocartilages qui ont un rôle d'amortisseur au niveau du genou, au niveau des vertèbres. Donc, ce sont des amortisseurs. Donc là, c'est qu'en fait, on prend trop de pression sur soi, en fait. Et on s'écrase dans certaines circonstances. On va arrondir les angles, on va faire le tampon. Par exemple, cette adolescente, je ne sais plus quel âge elle avait, 17-18 ans, elle avait une hernie discale. Mais d'abord, on n'a pas de hernie discale normalement à cet âge-là. Et elle avait une hernie discale super sévère, et en fait elle était coincée entre ses 2 parents qui se faisaient la guerre, et du coup elle prenait les tensions de part et d'autre, et même physiquement en fait elle était entre deux. À chaque repas elle était assise en bout de table avec son père d'un côté et sa mère de l'autre, quoi. Donc ça c'est pour le tissu, et là je vais vous donner des exemples pour la localisation. Donc on ajoute l'appareil, le tissu, la localisation. On va regarder que les membres inférieurs. Donc les membres inférieurs nous parlent de déplacement, que ce soit réel ou symbolique dans la vie, d'avancée. Si on prend la hanche, donc on a un peu plus de précision. Là, il y a par exemple cette femme. Alors la hanche parle d'affrontement, de tenir une position, d'opposition. Et je vous ai mis là une image de cerfs qui se battent. Parce que en fait, donc ces cerfs sont en train de se battre, ils se cognent la tête, mais en fait là où ils vont trouver la force pour tenir contre l'autre, c'est en se campant solidement sur leur hanche. Et donc par exemple, il y a cette femme qui vient pour une arthrite de hanche, une grosse inflammation de hanche, et elle est dans un dur combat envers son ex-mari, dans un divorce très difficile, où elle essaye de faire valoir ses droits. Le genou, donc je vous ai mis cette image, le genou c'est vraiment l'adoubement en fait. Ça nous parle d'une dévalorisation dans une situation dans laquelle on se sent obligé de se soumettre, d'obéir. Il y a par exemple cette femme qui a une grosse arthrose de genou gauche et en fait qui a été toujours sous l'emprise de sa mère, soumise à sa mère, à qui elle n'ose pas, envers qui elle n'arrive pas contre qui elle n'arrive pas à s'affirmer en fait. La cheville, eh bien la cheville, ça, on arrive vers le bout de la jambe du déplacement et ça nous parle vraiment d'une direction plus fine. Est-ce que je prends à droite ou est-ce que je prends à gauche? Est-ce que je vais aller vers tel projet ou tel projet? Et donc, si on prend l'entorse de cheville, est-ce que je quitte ce travail ou est-ce que je reste, etc. L'entorse de cheville, donc on parle du ligament. Et donc là, on va utiliser aussi le langage des oiseaux, donc entorse. Je me sens en tort. C'est-à-dire que quoi que je fasse, que j'aille à droite ou à gauche, que je choisisse cette personne ou celle-là, eh bien, je me sens toujours en tort. Je suis tiraillée. Et il y a par exemple cette femme qui, elle a 2 sœurs qui sont, qui se disputent, qui s'entendent pas. Mais elle aime ses 2 sœurs. Elle veut rester en contact avec ses 2 sœurs. Mais à chaque fois qu'elle est en contact avec l'une, l'autre lui fait la tête. L'autre lui en veut. Donc en fait, si elle est avec une sœur, si elle va voir une sœur, l'autre lui fait la tête et vice-versa. Donc elle décide d'aller voir une de ses sœurs, elle monte à Paris voir sa sœur et là, paf, en arrivant à Paris, elle loupe le trottoir, elle se fait l'entorse. Parce que de l'autre côté, il y a son autre sœur qui lui en veut. Quoi qu'elle fasse, elle est en tort. Et donc là, je vous ai parlé d'un accident parce que bien sûr, les accidents se décodent aussi. Et vous verrez que l'accident est en fait une métaphore de ce que la personne est en train de vivre. Le pied... le pied a beaucoup de sens. Le pied nous parlait de positionnement, de stabilité. Le pied, c'est la partie de notre corps qui est en contact avec le sol. Donc, il y a tout ce qui est relation à la terre. La terre, c'est évidemment, c'est l'incarnation. Est-ce que je suis d'accord pour être dans ce corps et de fouler cette terre de mes pieds? C'est les racines, bien sûr. Et puis, c'est tout ce qui est relation à la mer, puisque la terre, énergétiquement, la terre, c'est celle qui nous porte, c'est celle qui nous nourrit, c'est la Pachamama. Il y a encore plein d'autres choses. On peut détailler chaque orteil, c'est juste incroyable. Alors on a vu le tissu, on a vu l'appareil, le tissu, la localisation, mais on peut aussi ajouter des éléments de physiopathologie supplémentaires. C'est-à-dire, alors l'articulation est atteinte, mais quel genre d'atteinte? Est-ce que c'est de l'arthrite, de l'inflammation, comme dans la polyarthrite? Est-ce que c'est de l'arthrose?
c'est de l'usure. Donc quand il y a de l'inflammation, comme dans l'arthrite, il y a de la colère. Là, on est à peu près sûr qu'il y a de la colère. La personne, elle est en colère. L'arthrose, c'est de l'usure. Donc là, dans l'arthrose, il y a un sentiment de fatalité, de résignation. On subit les choses, puis on se dit que ce sera toujours comme ça. Si on a de l'auto-immunité, c'est le corps qui s'attaque lui-même. Mais on dira, oh, mais qu'est-ce qu'il fait mon corps quand même? Ben non, ben, votre corps, c'est juste, en fait, c'est juste un effecteur de vos pensées, vos émotions. C'est vous qui êtes en train de vous attaquer là. Votre corps, il fait que répondre à ce que vous pensez, en fait. Donc, dans l'auto-immunité, on s'attaque soi-même. Il y a de l'autodestruction, parce qu'il y a de la culpabilité, du rejet de soi. Donc, si on prend un exemple concret comme dans la polyarthrite rhumatoïde, la polyarthrite rhumatoïde, c'est une maladie dans laquelle on détruit ses articulations par auto-immunité. Donc, il y a cette femme, par exemple, qui me consulte, elle a une polyarthrite rhumatoïde qui a commencé par le pied gauche. Eh bien, cette femme, ça a commencé lorsqu'elle a décidé de s'éloigner de ses parents. Elle a décidé d'aller vivre à plusieurs milliers de kilomètres. Eh bien, en fait, sa mère était en grande dépendance affective. Elle avait conçu sa fille pour s'occuper d'elle, pour ne jamais se sentir seule. Donc la fille, en fait, elle est déloyale, elle est coupable. Et sa mère, d'ailleurs, ne se gêne pas pour lui dire « tu es une mauvaise fille ». Donc voilà, ça touche le déplacement, la jambe, ça touche le pied. On est au niveau de la mère et le pied gauche. On est au niveau de la mère et elle a de la colère aussi de ne pas pouvoir s'éloigner, mais elle pense que c'est elle qui est mauvaise et elle retourne cette colère contre elle, elle se détruit. Donc vous voyez que le décodage, c'est subtil et le décodage n'est jamais une vérité. C'est-à-dire que le décodage, ça reste des hypothèses. Chaque personne est unique et à chaque personne, on peut découvrir un nouveau sens en fonction de son histoire, de sa culture, de sa famille. C'est toujours une collaboration, en fait. On va faire des hypothèses et la personne va valider avec son ressenti. On va lui dire, mais vous n'avez pas ressenti ça. Ah oui, oh, c'est vrai. Et là, oh. Alors, évidemment que il va y avoir plein d'éléments qui vont rentrer en considération. Il n'y a pas que le décodage de la fonction du tissu. Le thérapeute, comme tout thérapeute, mais voilà, le thérapeute en décodage biologique, c'est un véritable détective. Il va écouter, observer, et comme vous le savez, hein, puisque la médecine symbolique clairement met ça en avant, notre inconscient s'exprime en permanence. Donc on va regarder évidemment le langage corporel de la personne. Quand elle parle, qu'est-ce qu'elle fait comme geste? La personne vient pour une surdité. Je viens d'avoir une dispute avec mon conjoint, mais je préfère être sourde que d'entendre ça. Elle dit comme ça. Déjà, il y a les mots, c'est évident, mais en plus, elle met sa main comme ça, quoi. Bon, il y en a une, elle a un problème de poumon, elle dit « Ah, ma mère !» Puis alors, elle fait des grands soupirs quand elle parle de sa mère. Et il y a le langage verbal, évidemment. Quels mots la personne utilise? Toutes les personnes n'utilisent pas les mêmes mots, et c'est particulièrement intéressant de demander à la personne de parler de son symptôme. Il y a par exemple ce monsieur qui vient parce qu'il tousse depuis 2 ans, et je lui dis « Parlez-moi de votre toux. Comment ça se passe ?» Et là, la première chose qu'il me dit, ça commence comme un corps étranger. Je lui dis, parlez-moi de votre corps. Et là, en fait, ce monsieur, il avait une grave maladie, une leucémie. Il avait eu des semaines de chimio, de chambre stérile. Son corps n'était plus le même, en fait. Son corps avait maigri, il avait plus de muscles. C'était un monsieur qui était chez les pompiers volontaires. Avant, il était fier et tout. Il pouvait plus faire des tractions. Rien. Il ne reconnaissait plus son corps, en fait. Il rejetait son corps. Son corps lui était devenu étranger. Et là, tout, ça peut être un réflexe pour mettre en dehors de moi quelque chose qui me dérange, en fait. Donc, il ne supportait plus son corps. Voilà, on a travaillé, on a fait 2 séances. Là, tout a disparu. Ça faisait 2 ans qu'il toussait. Ou alors cette femme dont je vous parlais tout à l'heure qui n'a pas pu retenir son père de la mort, elle disait j'ai la sensation de bras mort. Qui est mort? Le métier, les hobbies, bien évidemment, par exemple ces femmes qui font des cancers du sein, eh bien ce sont des personnes qui sont dans l'oubli de soi, qui sont tournées vers les autres. Et très souvent, on va les retrouver dans des métiers de la relation d'aide ou de la petite enfance. Donc assistante maternelle, institutrice, infirmière, aide-soignante, assistante sociale. Les hobbies. Là, je parlais par exemple des blessures de l'appareil locomoteur. Eh bien, les personnes qui sont dans la dévalorisation, en général, c'est des gens qui ont besoin de prouver leur valeur, parce qu'ils ont la croyance qu'ils n'ont pas de valeur, ils n'ont pas. Donc, très souvent, on va les retrouver par exemple dans les sports de compétition. Les personnes qui sont dans la performance, qui font de la compétition.
Très souvent, c'est personnes qui ont des blessures de l'appareil locomoteur. Les accidents, bien sûr. On en parlait tout à l'heure. Les animaux de compagnie. Les problèmes de voiture. Si vous avez une panne de batterie, il y a fort à parier que vous avez besoin de vous reposer. La maison. Donc, je ne vais pas développer, parce qu'il y a des gens qui font ça mieux que moi. Un petit clin d'œil à nos hôtes et à la médecine symbolique. Alors, bien sûr, on va mettre ça en corrélation avec le moment où la maladie a commencé. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Mais ce qu'il y a, c'est que le plus souvent, ça, c'est le choc déclenchant. C'est-à-dire qu'il y a une empreinte émotionnelle beaucoup plus ancienne qu'on appelle le choc programmant. Et c'est en fait un événement qui va avoir un lien, quelque chose de commun avec l'événement programmant, qui en général a eu lieu dans la petite enfance ou avant, qui va redéclencher le ressenti, c'est-à-dire ce ressenti émotionnel intérieur intense, qui va déclencher la maladie. En fait, on réagit au passé. Et c'est ça qui fait que d'ailleurs, souvent, on a ou on constate des émotions qui sont disproportionnées par rapport à la situation. J'aime bien cette phrase de Christian Flech qui dit « Toute émotion exagérée est une mémoire ». Si vous voyez qu'il y a une surréaction, a priori, c'est que vous n'êtes pas en train de vivre le présent, c'est que vous êtes en lien avec un événement du passé. On va voir des exemples. Les déclencheurs, ils sont très variés. Souvent, c'est un événement qui est similaire. Par exemple, il y a cet homme qui me consulte parce qu'il a de l'urticaire depuis 2 ans, une urticaire généralisée, assez sévère. Et en fait, ça a commencé au moment de son divorce. Là, il a vécu, c'est quelqu'un qui a une dépendance affective. Là, il a vécu une séparation très intense. Il a un sentiment de séparation très intense. Et bien, en fait, le programme qu'on a retrouvé, c'est sa naissance. Il est né en urgence par césarienne. Et donc, il y a eu déjà la naissance, c'est un traumatisme, vraiment un traumatisme de séparation très important. Mais en plus, quand la naissance est traumatique, là, le bébé, il est vraiment arraché. On a travaillé sur sa naissance. On a fait 2 séances et l'urticaire a disparu. Ça peut être le contexte, un détail de la scène. Il y avait cet homme qui consulte pour un cancer de la parotide, donc une glande salivaire. En fait, la problématique, c'était qu'il n'avait jamais pu répondre face à la violence de son père. Et on explore un événement, et en parlant, il me dit « Ah oui, je me rappelle, cette fois-là, je faisais une bataille de boules de neige avec ma famille. Et là, mon fils m'envoie une boule de neige dans la figure et il me dit « Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai vu rouge et je me suis mis à le tabasser. » Tout le monde était sous le choc. Et là, on explore ça ensemble et il me dit « Mais je sais, en fait. Je me rappelle cette fois-là, j'avais 10 ans, j'étais dans la grange et mon père m'a tabassé au sol et c'était dans la neige. » L'identification à une personne, bien sûr, ça c'est très fréquent. Par exemple, il y a cette femme qui démarre une polypose nasale. Le nez, archaïquement, si on regarde la fonction animale, c'est vraiment sentir au devant de moi le danger qui arrive dans mon espace. Donc, donc ça va nous avertir voilà, sur est-ce que mon environnement est sain, est-ce qu'il y a un prédateur qui arrive. Et donc cette femme, elle déclenche sa polypose nasale lorsqu'elle est jeune femme et qu'elle va à une soirée avec sa sœur et que sa sœur est victime d'attouchement sexuel. Et en fait, là, elle est à nouveau en lien avec une agression sexuelle qu'elle a vécue quand elle était toute petite. Donc, elle s'identifie à sa sœur. L'identification à un animal, et cette personne qui m'avait raconté, c'était très net en fait. Elle faisait une cystite à chaque fois qu'elle laissait son petit chat pour quelques jours. En fait, elle avait le sentiment qu'elle abandonnait son chat et ça réveillait chez elle sa propre blessure d'abandon. Le problème urinaire parle de territoire, mais très souvent en dessous, on va retrouver une grande insécurité de ne pas avoir mon territoire, en fait, sécure. Très souvent, dans les problèmes urinaires sévères, on va retrouver des problèmes d'abandon. L'identification à un enfant, bien sûr. Nos enfants, très souvent, sont des déclencheurs, c'est-à-dire que soit dès la naissance, parce que voilà, hop, ça y est, l'enfant arrive et ça nous rappelle toutes nos blessures d'enfance. Les accouchements aussi vont très souvent réveiller les mémoires des femmes. Mais voilà, par exemple aussi, ça peut être quand l'enfant atteint un âge critique, par exemple 2 ans, 3 ans, où moi j'ai vécu un fort traumatisme en me projetant sur mon enfant. Et là, ce qui peut être intéressant à regarder, c'est le sexe, parce que parfois, si je suis une femme, ça va pas se déclencher avec le premier enfant si c'est un garçon, mais avec le deuxième parce que c'est une fille, qu'elle est du même sexe que moi. Le sexe, le rang de fratrie.
Le décès d'un parent aussi, c'est assez surprenant. C'est-à-dire que parfois, quand le parent meurt, il arrive qu'on récupère la charge émotionnelle du parent. Donc, on va se mettre à avoir les mêmes symptômes que lui. Ou alors qu'il y a des symptômes qui se déclenchent parce que, enfin, en tout cas, ça, c'est ce que j'ai identifié. Je suis toujours en recherche. Toutes les problématiques relationnelles qu'on n'a pas réglées avec le parent vont se réveiller au moment où le parent part. Parce qu'en fait, il n'y a plus de possibilité, en fait, de tout ce qu'on avait gardé en se disant peut-être un jour j'en parlerai, etc. Les dates anniversaires, bien sûr, ça arrive. Par exemple, il y a ce monsieur, c'était très surprenant aussi. Il avait plus de 60 ans passés quand je l'ai vu en consultation. Et il faisait une pneumopathie tous les ans au mois de novembre, depuis, je sais plus, la vingtaine. Et en fait, on a découvert, il venait de mettre la main sur son livret de famille. Il y avait 65 ans, quelque chose comme ça. Et il a découvert qu'en fait, il avait un frère aîné. C'était un secret de famille. Il n'y a rien de pire que les secrets de famille. Si vous avez des secrets de famille, surtout, parlez-en. Dès que vos enfants sont en âge d'entendre les choses, voilà. C'est le fantôme dans le placard. Donc, il découvre qu'en fait, il avait un frère aîné, premier de la fratrie, qui était mort à la naissance d'une circulaire du cordon au mois de novembre. Et ce frère aurait dû, je vais prendre un nom, aurait dû s'appeler Pierre. Et cette personne qui m'a consulté s'appelait Pierre. Et donc on a travaillé sur cet enfant dont le deuil n'avait pas été fait en fait. C'était vraiment un fantôme dans la famille. Et après, je l'ai vu à peu près 3 ans. Il n'avait plus fait de pneumopathie. Donc c'est surprenant. Bon, après, voilà, j'ai mis 3 petits points parce qu'il y a beaucoup de déclencheurs possibles. Donc l'origine possible du choc programmant, vous l'avez vu, c'est souvent dans l'enfance. Très très souvent. Par exemple, ces femmes qui font des cancers du sein, je fais un peu un fil rouge, très souvent, en fait, elles ont ce qu'on appelle le syndrome du sauveur. Elles sont dans l'oubli de soi, dans une posture sacrificielle. Et en fait, très souvent dans l'enfance, elles ont été mises dans ce rôle de sauveur parce qu'elles avaient, par exemple, un parent dépressif. Donc, elles n'avaient pas de parents, mais il fallait s'occuper du parent. Elles pouvaient pas. Ou alors, il y avait un frère ou une sœur handicapée. Voilà. La naissance, on l'a vu par exemple avec cet homme qui fait de l'urticaire déclenché par un divorce en lien avec sa naissance. La vie intra-utérine, donc là, les exemples, c'est pléthore, mais je vais aussi faire un fil rouge avec l'appareil locomoteur. Par exemple, les personnes qui font beaucoup de tendinite, de blessures de l'appareil locomoteur en général, mais de tendinite en particulier, sont des personnes qui sont tendues vers la perfection, tendu pour prouver que j'ai de la valeur. Donc, on va retrouver beaucoup tendinite d'épaule, tendinite de coude, tendinite de poignet, tendinite d'Achille. En fait, souvent, ce qu'on va retrouver dans les mémoires, c'est des mémoires d'enfants non désirés. Enfants non désirés, voilà, c'était pas le bon moment, les parents voulaient pas d'enfants, donc... Ou encore, beaucoup on va retrouver, je suis arrivée, j'étais un garçon, mais on voulait une fille, ou j'étais une fille et on voulait un garçon. Donc la croyance, ça va être que quoi que je fasse, en fait, je pourrai jamais répondre aux attentes du parent. En quoi que je fasse, je serai jamais satisfaisant. Mais malgré tout, j'ai tellement besoin, en fait, d'être aimée, acceptée, que je vais faire mon maximum pour essayer de prouver que je vaux quand même la peine d'être gardée, quoi. Le transgénérationnel, bien sûr. Le programmant peut être en transgénérationnel. J'avais pensé à des exemples intéressants. Il y a ce monsieur, par exemple, qui fait une fracture du 2e orteil. Donc les orteils, souvent, ça va représenter notre place dans la fratrie. On a tous ces orteils qui sont collés ensemble, c'est les membres de la famille, on est coincés dans la même chaussure, là. Et donc, je lui dis, donc on est sur l'os, fracture de l'os, dévalorisation profonde de soi, de son identité, et je lui dis, c'est quoi le 2e pour vous? Il me dit, moi, je suis le 2e. Alors, mais le 2e... Non, c'est pas bien 2e. Moi, je voulais être le 1er, en fait. Parce que je suis sûre que c'est parce que je suis le 2e que ma mère, elle m'aime pas. Et son grand frère, d'ailleurs, le dévalorise en l'appelant le Thio. Donc lui, il se dévalorise d'être le 2e enfant. Il pense que pour ça, il est mal aimé. Et si on regarde dans le transgénérationnel, eh bien, son grand-père paternel ne voulait pas de 2e enfant. Et quand sa femme, donc la grand-mère de ce monsieur, a été enceinte du 2e, il l'a chassé. Et cet enfant, c'était le père du monsieur qui consulte. On a aussi cet exemple
que j'ai vu récemment. C'est une femme qui consulte pour la rosacée. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est la rosacée. Ces personnes qui ont des flushs, qui rougissent très facilement. Au début, ça peut être voilà, temporaire, contextuel, puis après, ça peut devenir même permanent. Les gens ont les joues rouges, ils ont des petits vaisseaux. En fait, ça, c'est j'ai honte de mon identité face au regard des autres. Je voudrais me cacher. C'est vraiment un sentiment de honte par rapport à sa propre identité. Et là, cette personne, sa grand-mère, en fait, était allemande. Et son grand-père s'était marié avec sa grand-mère à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. Et en fait, c'était la honte absolue, en fait, d'être allemand en France à cette époque-là. Et donc, cette femme avait dû changer de prénom. Elle était victime de moqueries, de jugements. Donc, elle portait la honte de sa grand-mère. Bon, on a aussi les vies antérieures, mais ça, je vais pas développer parce que... Alors, au moment de ces chocs programmants, bien souvent, il y a des croyances qui se mettent en place. Hein. Donc là, j'en ai mis quelques-unes. Hein. Voilà, un enfant non désiré va partir dans la vie avec la croyance que je ne vaux rien, je n'ai pas de place. Si on grandit dans une famille très nombreuse et que les parents n'ont pas de disponibilité pour nous, les hommes sont dangereux. Voilà. Et ces croyances, elles vont attirer à nous des expériences, qu'on est créateur. Hein. On va vibrer cette énergie, et puis alors donc la personne va vivre les mêmes types d'expériences, puis elle va se dire j'ai bien raison de penser ça, j'ai bien raison de penser que les hommes sont dangereux. Encore un. Et puis ça va être un cercle vicieux. Donc après, la croyance va se renforcer, et puis on va attirer encore à nous le même type d'expérience. Donc ça va faire des schémas répétitifs. Hein. Ce que nous attirons ne vient jamais de l'extérieur, hein, mais de ce qui nous habite. Hein. Et là, je fais le parallèle aussi avec l'habitation. Hein. Rose et Gilles en parlent beaucoup. Hein, l'habitation est à notre reflet, en fait. Hein. Tout se passe à l'intérieur de nous. Et donc, les situations vont se répéter jusqu'à ce que la personne comprenne que c'est elle le dénominateur commun de toutes ces expériences. Voilà, jusqu'à ce qu'elle y arrive à en prendre conscience et aller regarder ses blessures. Hein. Alors, comment ça se passe ? Quelques clés, on va dire, hein, parce que ce serait bien prétentieux de croire savoir comment la guérison arrive. Déjà, la guérison, ça peut se passer en un instant, comme ça peut être le chemin de toute une vie ou de plusieurs vies. On peut avoir une maladie, notre âme peut avoir demandé à vivre une maladie pour l'expérience, en fait, de tout ce que ça va nous apporter. Hein. Il y a des gens qui choisissent de naître avec un handicap pour vivre le handicap, etc. Donc, il y a plein de choses qui nous dépassent, en fait. Hein. Mais bon, si je peux donner quelques informations sur la guérison, parce qu'il y a souvent des guérisons en décodage biologique. Hein. Donc, je parlais du chemin de guérison. Tout d'abord, évidemment, il faut reprendre son pouvoir. Donc, on n'est pas victime de notre corps, on n'est pas victime de la maladie. Et le fait de mettre du sang sur la maladie, encore une fois, nous permet de refaire le lien avec notre corps, de faire la paix avec notre corps, de comprendre qu'il n'a jamais été notre ennemi. Ça permet de redevenir acteur de notre santé. Et je rappelle, quelle que soit l'approche, que personne ne guérit personne. Seule la personne a le pouvoir de se guérir. Et que même s'il y a une intervention extérieure, eh bien en général, cette intervention extérieure s'accompagne d'une prise de conscience. Et le thérapeute, il est comme un jardinier, en fait, qui va mettre ses outils, sa présence au service de la personne, enfin au service de la graine pour l'aider à pousser, mais il n'y a que la graine qui peut pousser, en fait. Ça sert à rien de tirer sur la tige comme ça, en fait. On risque plus de la brutaliser. La transformation, comment elle survient en décodage? D'abord, il y a cette prise de conscience, en fait. Ok, en fait, mon corps exprime ça, donc on comprend le sens du symptôme, on en redevient responsable. Et le plus gros du travail, c'est de ressentir, en fait, l'émotion qui avait été refoulée. Et ressentir, ça se passe pas dans la tête, en fait. Ça se passe dans le corps. C'est-à-dire qu'on peut faire des années de psychothérapie et de psychanalyse. Peut-être on aura compris pourquoi on a mal, mais on aura toujours mal, en fait, tant que ça reste dans la tête. Donc ça, c'est une particularité du décodage. C'est qu'on va amener la personne dans des moments concrets, en fait. Ok, racontez-moi cet événement quand vous avez perdu votre enfant. Mais pas avec la tête. Vas-y, rentre dans l'événement. C'était quelle heure? Comment ça s'est passé? Et là, qu'est-ce que tu ressens? Et la phrase qu'on répète, mais 1 milliard de fois en décodage biologique, c'est qu'est-ce que tu ressens? Mais qu'est-ce que tu ressens? Et qu'est-ce que tu ressens? Et là, quand tu penses ça, qu'est-ce que tu ressens? Et quand il se passe ça, qu'est-ce que tu ressens? Et reste dans ton corps. Et donc, ça va permettre à la personne de sortir de l'isolement de cet instant-là où elle s'était verrouillée, en fait. Elle avait enquisté des parts d'elle. Hein. Bon, là, je peux rejoindre la conférence de Monsieur Drouot. Tout est relié, en fait. Hein. Là, on parle de l'émotionnel, mais bien sûr qu'on a des corps énergétiques.
On a le corps physique, le corps éthérique, le corps astral, qui est aussi le corps émotionnel, on a le corps mental, on a le corps causal, on a le corps spirituel. Et tout ça, quand la maladie est là, c'est sûr qu'elle était déjà là avant dans les corps, et c'est sûr qu'on va retrouver des formes pensées, etc. Et quand on va amener la personne à exprimer l'émotion, on va permettre à ces kystes, à la fois dans le corps et à la fois dans les corps émotionnels, de se dissoudre, en fait. Tout est relié, en fait. Hein. On ne peut pas négliger... tout est interrelié. Donc pour sortir la personne de son isolement, en général, c'est pour ça qu'elle a besoin d'un thérapeute, c'est qu'il va y avoir besoin de sécurité. Et en général, si les personnes ont refoulé l'émotion, si elles n'y vont pas, c'est parce que c'était trop douloureux. Et c'est que quand elles ont vécu le trauma, en fait, elles n'avaient pas les capacités en fait de traverser. Donc elles ont mis de côté. Souvent, c'est des mécanismes de survie. Mais là, quand la personne est adulte, voilà, il y a qu'elle qui peut faire ce chemin, il y a qu'elle qui peut faire ce travail, même si papa, maman ont été responsables de ça et ça. Une fois qu'on est adulte, on est seul face à nous-mêmes, en fait. Et donc, on va permettre à la personne c'est comme si on lui tenait la main, en fait, qu'on lui disait, on est là, et on est là, on t'accompagne, vas-y, tiens, en sécurité, tu peux ressentir. Donc, il va y avoir besoin de compassion, de reconnaissance. Ah, si quelqu'un est là, a un regard extérieur et reconnaît que j'ai souffert à ce moment-là, ça veut dire que ma souffrance a existé. C'est-à-dire que bien souvent, quand la personne n'a pas été entendue et reconnue dans sa souffrance, il y a même une part de son mental qui préfère croire que ça n'a pas existé. Ça va être souvent le problème dans les ancêtres, par exemple. Il y a tellement d'interdits autour de ça. Et donc les mots, on va amener la personne à mettre des mots, en fait, sur ce qu'elle a ressenti à ce moment-là. Et les mots, ça va être vraiment, il y a vraiment des gens qui expriment ça comme des clés, quoi. Oh, c'est comme si tout d'un coup, le mot, j'ai dit le mot qui exprime précisément ce que je ressentais. Et là, il y a quelque chose qui se libère. Je suis soulagée, en fait, de ma douleur. Et donc, j'ai beaucoup utilisé le terme ressenti dans cette conférence. En fait, le ressenti, on utilise beaucoup ce mot en décodage biologique. L'émotion, en fait, si on parle d'émotion, l'émotion, c'est assez vague, en fait, c'est vaste. Selon les écoles, il y en a 4 ou 5, quoi. La peur, la joie, la tristesse, la colère. Mais le ressenti, c'est bien plus précis. L'image, l'émotion, c'est le grand tableau, c'est l'image. Et le ressenti, c'est le pixel. Et en fait, on va accompagner la personne à exprimer le pixel. Vous voyez, là, par exemple, il y en a une infinité de ressentis, en fait. Envahi, impuissant, sans place, étouffé, souillé, vide. Donc exprimer l'émotion qui avait été refoulée, et puis connecter ses ressources et nourrir les besoins. C'est-à-dire qu'une part de nous est restée coincée à l'âge qu'on avait au moment du conflit programmant, mais une part de nous a grandi avec plein d'expériences et de ressources positives et utiles. Et donc voilà, avec des méthodes de visualisation, d'ancrage. Après, il y a plein d'approches en fait. Hein. La médecine symbolique avec les baguettes qui vont indiquer des symboles qui vont nous aider à solutionner. Donc on va aller nourrir les besoins qui n'ont pas été nourris. Et puis il va falloir identifier et transformer les croyances limitantes. Souvent, nous, on va le faire au moment où la personne a exprimé l'émotion, où on a apporté les ressources. Et là, ok, maintenant, qu'est-ce que tu peux te dire de nouveau maintenant sur toi, sur la vie? Ah, mais en fait, j'ai de la valeur. C'est pas parce que maman n'était pas prête à m'accueillir qu'en fait, je vaux rien. En fait, je suis une personne merveilleuse, je suis digne d'être aimée. Ah, mais en fait, la vie vaut la peine d'être vécue. Voilà, et ça peut demander parfois un travail très profond sur ses valeurs, sur son identité. Par exemple, quand en tant que femme, on s'est identifié à son rôle de mère, qu'on a la croyance qu'on n'existe que parce qu'on s'occupe des autres, il va falloir trouver d'autres valeurs. Hein. Et puis parfois, voilà, une fois qu'il y a eu les prises de conscience, etc., ça peut demander de poser des actes aussi dans sa vie. Si on a atteint un niveau vibratoire supérieur, que on a changé d'état de conscience, on peut peut-être pas rester dans le même lieu de vie ou dans le même travail, etc. Ah, je vous ai dit l'essentiel. Il est possible que vous vous posiez plein de questions, vous dire ah oui mais moi j'ai ce symptôme-là, elle n'a pas du tout parlé. Ah moi j'ai cette maladie, j'aimerais trop comprendre, etc. Donc vous pouvez consulter un spécialiste évidemment. Si vous avez juste envie comme de consulter un dictionnaire, comme on ouvre le dictionnaire de Jacques Martel, moi j'ai une chaîne YouTube où j'ai plus de 200 vidéos que j'ai classées en playlist appareil par appareil et où je traite les principaux les symptômes et maladies les plus courantes. Donc voilà, vous pouvez aller voir, hein, cystite, entorse de cheville, lumbago, acné. Voilà, déjà vous avez pas mal de ressources disponibles.
Et puis voilà, je terminerai par cette citation de Carl Gustav Jung qui nous rappelle que la maladie, comme d'autres crises de vie, est un levier d'évolution. Les crises, les bouleversements et la maladie ne surgissent pas par hasard, hein. Ils nous servent d'indicateurs pour rectifier une trajectoire, explorer de nouvelles orientations, expérimenter un autre chemin de vie. Et donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je suis désolée, j'ai un petit peu dépassé l'heure, hein. Il est 19h36, je ne sais pas s'il y a du temps pour des questions. Oui, j'exerce encore parce que c'est... Oui, je consulte, ouais. Oui, parce qu'en fait, moi, je suis une chercheuse et en fait, d'abord, j'aime accompagner les gens et puis aussi, j'apprends aussi avec les gens. Donc, ah non, en fait, je travaille en visio, en téléconsultation, parce que on va dire que j'ai des consultants de partout dans le monde, donc j'ai fait le choix de travailler en visio et ça fonctionne assez bien, enfin même très bien. Mais il y a des gens qui n'aiment pas ça, je peux comprendre, mais bah vous tapez Chloé Allard sur internet ou sur YouTube, vous me trouverez facilement. Vous tapez décodage biologique. Peut-on guérir tout seul en ayant compris la cause de nos maladies ou alors on a besoin d'un accompagnement? Oui, ça arrive. Oui, ça arrive qu'une prise de conscience amène une guérison, hein. C'est tout à fait possible. Ouais. C'est pas très fréquent, mais c'est possible. Ouais. Il y avait cette Christian Flech qui racontait par exemple que lors d'une session de formation, il avait parlé du sens des acouphènes et il y avait une personne qui avait des acouphènes depuis très longtemps et le lendemain du cours, elle est arrivée, elle a dit j'ai plus d'acouphènes en fait. Elle écoutait Christian Flech, elle a fait oh, c'est pour ça. Et souvent ça nécessite une prise de conscience avec émotion en fait. Enfin souvent on constate que c'est comme ça que ça se passe. Oui, il y a une question là-bas. Merci pour cette présentation. Alors, vous avez cité l'école de Christian Flech. Ce que j'aurais aimé entendre au cours de cette conférence, c'est le point d'origine en fait de tous ces travaux et de tous ces thérapeutes en décodage biologique, à savoir le docteur Hammer. Pourriez-vous nous en parler, s'il vous plaît? Oui, je peux en parler rapidement. Bah après, en 1 heure de conférence, il faut faire des choix, hein. Après, bah oui. Hammer, bon, on va en parler 2 minutes. Hammer, c'est l'inventeur de la médecine nouvelle. On va dire c'est un peu le précurseur de quelque chose de formalisé autour du sens de la maladie. C'est un médecin allemand et en fait, lui, ça avait démarré. Il avait fait un cancer du testicule quand son fils d'une vingtaine d'années est mort accidentellement. Et du coup, lui, il a fait le lien. Il était médecin. Il a fait le lien. Il s'est dit mais à quoi ça sert les testicules? Bah, ça sert à refaire de la descendance. Donc c'est pas un hasard que quelques mois après la mort de mon fils, je fasse un cancer du testicule. Après, il a travaillé dans une clinique de cancérologie et il a vu des milliers de cas patients, de personnes qui avaient des cancers. Et à chaque fois, il a retrouvé un choc émotionnel intense quelque temps avant la survenue du cancer. Il a fait le lien entre l'organe touché et l'émotion ressentie. Donc, il a commencé à faire une sorte de cartographie. Après, j'ai envie de dire, le sens de la maladie, ça appartient à personne, quoi. En fait, je veux dire, c'est universel. Tout le monde aurait pu inventer. Enfin, tout le monde sait que la maladie a un sens. Donc Hammer, après, ben, y a d'autres personnes qui ont repris des idées d'Hammer et qui les ont fait évoluer différemment. Après, Hammer, c'est vrai que j'aime pas non plus beaucoup en parler parce que c'est un homme qui a aussi été dangereux, quoi. Donc parce que lui, il était aussi dogmatique, totalitaire et il disait. Ouais, ça c'est un débat. Moi, ouais, c'est un débat. Moi, personnellement, les scanners du cerveau, j'adhère pas. Je suis désolée. Ouais. C'est pas compliqué hein, de dire que c'est parce qu'on a mal au ventre, on n'a pas digéré quelque chose, mais bon, voilà, on va pas faire un débat ici. Oui, ben, ouais, ben, très bien. Mais bon, je crois pas que sur le sens de la maladie, ça a forcément un intérêt de parler de Hammer, mais oui, tout à fait, c'est très bien. Oui, il y a une question là-haut. Vous pouvez y aller, hein, je n'ai pas pour vous lever si vous avez des, des obligations. Je n'en serai pas heurtée. Alors, moi, j'aimerais savoir ce que vous pensez des troubles
comme le TDAH, ce genre de choses, les troubles de l'attention. Ça, je sais pas. Moi, je travaille que sur les maladies physiques. Ouais. Désolée. Et alors, par exemple, l'épilepsie qui est autant physique que neurologique? Vous pouvez... Excusez-moi, j'ai pas compris la question. Comme l'épilepsie qui est autant une maladie physique, oui, on peut travailler. Aussi neurologique dans le sens comme le TDAH ou l'autisme ou d'autres maladies. Oui, on travaille sur l'épilepsie, tout à fait. Ouais. Après, voilà, personnellement, j'ai jamais... Ouais, le TDAH, je sais pas si je travaillerai dessus. Je peux pas vous en dire plus là. L'épilepsie, oui. On a des décodages pour l'épilepsie. J'ai déjà travaillé avec plusieurs personnes qui avaient de l'épilepsie. Ouais. Ah, excusez-moi, il y avait une autre question. J'ai une question par rapport aux AVC. Est-ce que vous avez traité des personnes qui ont eu des AVC? Oui, ça arrive, des personnes qui consultent pour AVC. Oui, bien sûr. Oui, parce que c'est un problème organique. Hein. Il y a un vaisseau qui se bouche. Il y a Oui, on peut décoder les deux, sachant que hémorragique ou ischémique, ça va pas être. Il va y avoir une subtilité dans le ressenti. Ouais. Après, voilà, c'est plus sur des problèmes, on va dire non, je vais pas cataloguer mes troubles. Moi, je travaille pas sur ce qui est troubles du comportement, problèmes psychiatriques, etc. Donc, je pars vraiment de problématiques organiques. Oui, bonjour, merci pour ce bel exposé. Moi, j'accompagne régulièrement des personnes qui sont victimes de la maladie de Charcot, maladie SLA. Et je me pose beaucoup de questions. Je trouve qu'il y en a de plus en plus qui sont diagnostiquées. Et je me pose beaucoup de questions par rapport à cette pathologie. Oui, après, on ne va pas pouvoir décoder, en fait, la maladie de Charcot aussi, on décode, c'est un problème de commande motrice, des ordres qui viennent d'en haut, on veut couper les ordres qui viennent d'en haut. Mais bon, pas, voilà, comme je vous disais, bon, je suis désolée, ça c'est pas sur c'est pas sur ma chaîne YouTube, mais oui, j'aimerais bien savoir vos quelques conseils préventifs pour nos enfants. Ils sont peut-être encore exempts de traumatismes. Ah non, malheureusement. Hein, non, nos enfants, ils sont pleins de nos mémoires transgénérationnelles hein, et de nos propres blessures émotionnelles à nos parents. Hein, là, enfin, je suis désolée de vous le dire, mais pas de culpabilité. Hein, on a tous des émotions, on a tous des traumas, donc c'est normal hein, d'avoir transmis des choses à nos enfants. Mais effectivement, plus on travaille sur nous, plus on libère nos enfants. Et ben après, c'est l'hygiène des émotions en fait. Hein, c'est accompagner nos enfants à ressentir et exprimer leurs émotions dans un cadre sécuritaire, de manière saine, arriver à identifier l'émotion, le message de l'émotion. Ouais. Oui, la maladie de Lyme. J'ai toute une playlist sur les infections. Donc les infections n'arrivent pas par hasard. Hein, si vous mettez toutes ces personnes qu'on est ici en présence d'un virus, certains vont l'attraper, d'autres pas. En tout cas, moi, mon hypothèse, ma théorie, c'est que on va attraper une émotion parce que une infection parce qu'il y a une vibration en fait. On est porteur d'une vibration énergétique émotionnelle et qui va entrer en résonance avec le microbe. Et le microbe est même là comme une aide qui va nous aider à révéler une charge qui est latente. Donc, vous pourrez regarder sur ma chaîne, je parle des angines, des otites, du Covid. J'ai fait plusieurs vidéos sur le Covid, du rhume. Le diabète, bien sûr, il y a le diabète. Ouais. Le sucre, je vous donne juste une petite clé. Le sucre, c'est l'amour. C'est l'amour, la chaleur, l'affection. Donc, très souvent, c'est l'amour est dangereux ou alors je suis exclue de l'amour. La fibromyalgie, je pourrais en parler 3 heures. Donc,
Et ben, j'ai une 50aine de vidéos dessus sur YouTube, vous pouvez aller voir, parce que c'est vraiment une problématique. Et non, c'est encore un secret, je dirais pas. Non, la fibromyalgie, c'est un vrai problème, mais justement, j'ai vraiment fait un gros sujet dessus. Les nerfs, ça fait pas partie de l'appareil locomoteur, c'est neurologique. Vous vouliez entendre parler de la sciatique, peut-être? Ouais. Bah, la sciatique, c'est quel est le déplacement qui me fait mal, en fait. Hein. D'ailleurs, je voulais vous parler de cette personne en termes de récidive. Cette personne, elle vit un burn-out au travail parce que, en fait, elle subit un harcèlement de la part d'une collègue qui lui rappelle en tout point la relation toxique à sa mère. Donc, elle finit par être en burn-out. Elle s'arrête plusieurs mois. Elle va reprendre le travail parce que elle a peur de perdre son travail, elle a peur de manquer, etc. Mais là, elle va faire une sciatique. Sa collègue est toujours là. Donc, le truc, c'est qu'elle fait une sciatique sur une volumineuse hernie discale. Et en fait, le problème, c'est que tous les matins, en fait, sa sciatique devient tellement intense, tellement douloureuse qu'elle arrive même plus à sortir du lit, en fait. C'est que tous les matins, en fait, il faut qu'elle aille faire face à son bourreau. Donc, en fait, la sciatique, souvent, c'est quand il y a un conflit interne entre je vais dans une part de moi se force à aller dans une direction, mais en fait, j'ai pas du tout envie d'y aller, quoi. Donc, elle finit par se faire opérer de sa hernie discale. Elle a plus de sciatique, mais derrière, quelques semaines après, elle développe une fibromyalgie. Donc le problème, il est quand il n'y a pas de conscience et quand la problématique n'est pas réglée, ça récidive ou ça se manifeste d'une autre manière. Il y a des vidéos sur YouTube si vous voulez là-dessus. J'ai pas traité sur YouTube les maladies rares en fait, comme la sclérose latérale amyotrophique, mais par contre la sciatique, ça y est. La sciatique, l'ulcère d'estomac, la diarrhée, les eczémas, tout ça vous trouverez. Voilà.